Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une affaire qui, au premier abord, semblait relever du pur fantasme, mais qui s'est révélée bien réelle. Nous allons plonger dans un dossier qui s'est déroulé en 2021 dans un quartier isolé près de Denver, dans le Colorado. À cette époque, les habitants pensaient y vivre dans un environnement paisible, où chacun connaissait son voisin et où la solidarité était un mode de vie partagé. Malheureusement, derrière les façades proprettes et les sourires avenants, un secret sinistre se terrait. Ce secret allait bientôt faire la une des journaux locaux, puis nationaux, lorsqu'une série de meurtres particulièrement macabres secoua la région. Et dans ce tourbillon d'horreur, un homme découvrit que la personne avec qui il partageait chaque instant de sa vie n'était pas celle qu'il croyait connaître. S'il vous plaît, laissez-moi un petit like et abonnez-vous à ma chaîne, car j'apprécie vraiment votre soutien. L'histoire qui suit concerne une victime parmi plusieurs, toutes liées par un même schéma. Leur vie s'est brutalement éteinte au cours des 6 mois précédant l'été 2021. Chaque fois, le corps était retrouvé dans une mise en scène dérangeante, soigneusement orchestrée, comme une sombre cérémonie. Les enquêteurs constatèrent, dès les premiers rapports, une étrange similitude dans la façon dont les effets personnels entouraient la dépouille. Il pouvait s'agir d'un bijou de famille, d'un vieux livre ou d'une photographie, arrangée avec une précision qui évoquait un rituel. Malgré la répétition du même mode opératoire, la police ne parvenait pas à identifier d'indices exploitables. Les scènes étaient nettoyées avec méthode. Pas d'empreintes digitales significatives, pas de traces ADN laissées au hasard, pas de témoins directs en mesure de décrire quiconque fuyant les lieux. La victime la plus récente, découverte le 15 avril 2021, était une personne appréciée de tout le voisinage. Cette malheureuse vivait seule, dans un petit appartement, situé à l'angle d'une rue résidentielle. Cette personne, aimable et connue pour offrir régulièrement son aide aux plus démunis, travaillait comme enseignante dans l'école primaire du quartier. Au dire de ses proches, elle avait toujours aspiré à vivre dans un environnement calme, et Denver lui semblait être le lieu idéal pour réaliser son rêve. Pourtant, son existence modeste et tranquille trouva tragiquement son terme un mardi soir. Un passant, prenant un raccourci à travers une allée, remarqua une silhouette inerte au pied d'un conteneur. Il appela immédiatement les secours, mais il était déjà trop tard. À l'arrivée des policiers, la scène qu'ils découvrirent les laissa perplexes. Le corps présentait de multiples marques de strangulation, et ses mains étaient soigneusement croisées sur sa poitrine. Autour d'elle, on retrouva quelques objets d'apparence banale. Une vieille montre, une coupure de journal, un pendentif au nom illisible, disposés en un demi-cercle, comme si l'auteur de ce crime s'était appliqué à raconter une histoire secrète. Les relations personnelles de la victime ne semblèrent pas, dans un premier temps, laisser entrevoir un mobile évident. Cette personne était réputée pour son grand cœur, sa patience et son dévouement à la communauté. Elle n'avait pas d'ennemis connus et, selon un proche membre de la famille, elle consacrait la plupart de son temps libre à ses élèves ou à s'occuper de son petit jardin, où elle faisait pousser des herbes aromatiques. Les enquêteurs, au début de leurs investigations, ne trouvèrent aucun indice menant à un litige familial, à un problème financier ou à une querelle qui aurait pu motiver une agression d'une telle violence. Au contraire, tout le monde décrivait la victime comme une personne discrète, généreuse et dépourvue de tout vice notable. C'est ce caractère inoffensif qui troubla autant la police locale. Le modus operandi du meurtre suggérait qu'il pouvait y avoir un lien avec d'autres homicides non résolus survenus dans la région ces derniers mois. Il y avait eu en tout 5 affaires, dont 4 remontaient à l'hiver précédent. La similarité du rituel, la disparition d'indices concrets et l'absence de lien manifestes entre ces personnes, mis à part leur profil globalement bienveillant et sans histoire, rendaient l'enquête éprouvante.
À chaque découverte macabre, un sentiment de panique grandissait dans la population. Les journaux s'interrogeaient déjà sur la possibilité d'un tueur en série qui frapperait au hasard avec la précision d'un prédateur rodé. Certains habitants commencèrent à éviter de sortir le soir. D'autres s'équipèrent de systèmes de sécurité plus sophistiqués. L'angoisse s'installait et il devenait clair que la confiance qui caractérisait ce quartier s'effilochait inexorablement. Toutefois, le point de bascule de cette affaire dramatique ne fut ni un indice ramassé sur une scène de crime, ni une dénonciation anonyme. Il s'opéra dans l'intimité d'un foyer jusque-là perçu comme exemplaire, celui de Daniel Torrance et d'Elena Torrance. Daniel était un homme de 33 ans, discret, grand, les cheveux bruns déjà légèrement argentés sur les tempes. On le connaissait comme un travailleur appliqué, occupant un poste de développeur logiciel dans une importante entreprise technologique. Peu expansif en public, il se montrait néanmoins toujours cordial et prêt à rendre service. Ses collègues vantaient ses compétences et ses rares amis proches l'appréciaient pour sa loyauté. Son entourage le décrivait comme dévoué à sa famille et aspirant à une vie simple, sans heurts. À ses côtés se trouvait Elena, 29 ans, menue et élégante, brun foncé, la démarche assurée. Son sourire était son atout. Elle captivait aisément ceux qu'elle rencontrait par son air doux et empathique. On la voyait régulièrement s'investir dans des projets communautaires. Elle était bénévole dans un centre pour jeunes en difficulté et participait à des activités caritatives le week-end. Les voisins la considéraient comme la bonne âme du quartier, toujours prête à organiser une collecte de fonds ou une soirée conviviale pour resserrer les liens. Son mariage avec Daniel paraissait stable et beaucoup les prenaient pour un couple idéal. Il menait une existence sans extravagance. Lui rentrait souvent tard de son travail, elle gérait ses activités bénévoles et l'intendance de la maison. À leur échelle, ils semblaient aussi heureux que possible. Mais la réalité se révéla tout autre. Le 22 juin 2021, en rentrant du bureau, Daniel remarqua quelque chose d'inhabituel sur le manteau d'Elena, accroché dans le vestibule. De petites taches brunâtres, à peine visibles, parsemaient la manche. Au début, il pensa à des taches de sauce ou de peinture, hypothèse vite écartée lorsqu'il s'approcha et sentit une légère odeur métallique. Son cœur se mit à battre la chamade. Cela ressemblait à du sang. Son esprit, d'ordinaire calme, fut assailli par des doutes et des interrogations. Il avait entendu parler des meurtres commis ces derniers mois. Il avait vu les gros titres dans la presse. Comment, pourquoi son épouse aurait-elle du sang sur son vêtement? Pris de panique, il attendit qu'Elena parte faire des courses pour entreprendre de fouiller la maison de fond en comble. Il craignait de se tromper, mais il sentait un besoin urgent de savoir. Dans le grenier, à l'intérieur d'une vieille malle fermée à clé, Daniel fit une découverte glaçante. Parmi d'anciens objets de famille, un carton étroit contenait des babioles et des photographies. Il reconnut, sur ces clichés, le visage de plusieurs victimes récentes, dont celui de la malheureuse enseignante, trouvée morte près du conteneur. Autour étaient assez glissés divers effets personnels. Un pendentif brisé, un bracelet, des porte-clés marqués d'initiales différentes. On aurait pu croire à une sorte de collection macabre. Il y avait aussi un carnet, griffonné de dates, d'horaires et de notes, où l'on décrivait les habitudes de certaines personnes, l'heure à laquelle elles partaient, au travail, l'endroit où elles déjeunaient, leur trajet favori pour rentrer chez elles. Daniel, pétrifié, réalisa que tous ces noms et données recouvraient les 6 derniers mois, correspondant précisément à la vague de meurtres. Les mains tremblantes, il feuilleta les pages qui décrivaient méticuleusement les moindres détails d'une future proie, l'adresse, la routine du matin, la façon de se déplacer. Puis, il aperçut un paragraphe noté au crayon, souligné. Évitez de laisser des traces ADN,
Porter des gants, choisir un lieu isolé. Cette phrase signait l'évidence. Elena menait une double vie, planifiait des meurtres, calculait ses actes et laissait ensuite cette mise en scène étrange pour brouiller les pistes. Saisi d'horreur, Daniel s'empressa de quitter le grenier et composa le numéro de la police. Il leur expliqua brièvement la situation, balbutiant qu'il venait de trouver chez lui des objets appartenant à des personnes assassinées dans le quartier. Surpris et méfiants, les agents acceptèrent de se déplacer immédiatement. Ils arrivèrent peu avant qu'Elena ne revienne. Interpellée, alors qu'elle garait sa voiture, elle ne chercha ni à fuir, ni à se justifier. Ses premières paroles, face à la stupéfaction de Daniel, furent d'un calme troublant. Il était temps que cela se sache. L'attitude d'Elena à ce moment précis, rapportée plus tard par la presse, glaça tous ceux qui l'avaient reconnue comme la voisine joviale et l'épouse irréprochable. Elle ne manifesta aucun étonnement, aucune once de panique, comme si elle venait de se débarrasser d'un poids insupportable. Au poste de police, l'enquêtrice principale, une femme déterminée, réputée pour son flair infaillible et son sens de la justice, prit en main l'interrogatoire. Son adjoint, un ancien militaire, avait pour habitude de suivre méticuleusement chaque piste et de privilégier la reconstitution des faits par la logique pure. Tandis que les deux professionnels commençaient à décortiquer les aveux d'Elena, une équipe se rendit au domicile des Torrance pour saisir toutes les preuves. Les preuves matérielles s'entassèrent, sans sécher, dans un recoin du coffre de la voiture d'Elena, vêtements tachés, objets volés aux victimes, carnets de notes remplis de consignes pour effacer ses traces. Tous ces éléments furent soigneusement répertoriés, étiquetés et envoyés au laboratoire de police scientifique pour analyse. Les médecins légistes confirmèrent que les taches de sang correspondaient à plusieurs victimes. Des photos mises en correspondance avec les archives montraient les mêmes visages que ceux figurant dans le carton. Les enquêteurs n'avaient plus beaucoup de doutes. Le passé familial d'Elena jeta un éclairage supplémentaire sur cette affaire. Lorsqu'ils consultèrent son état civil et ses anciens dossiers, les policiers découvrirent qu'elle était la fille d'un homme condamné, des années plus tôt, pour un double homicide. Il purgeait encore une peine de réclusion. Selon les quelques témoignages recueillis, Elena avait grandi dans une atmosphère instable, marquée par la violence et la peur. On raconta qu'elle avait passé son adolescence à déménager entre différents foyers et familles d'accueil, jusqu'à ce qu'elle se marie avec Daniel et s'installe dans ce quartier de Denver pour tenter d'y mener une vie respectable. Les dossiers indiquaient qu'elle avait fait de gros efforts pour se bâtir une réputation irréprochable, se lançant dans diverses formes de bénévolat, toujours soucieuse de projeter l'image d'une personne compatissante, avenante, empathique. Pourtant, derrière ce masque, elle nourrissait l'obsession de dominer la vie et la mort. Certains psychologues qui l'analysèrent plus tard expliquèrent qu'elle aurait pu reproduire l'emprise paternelle, cherchant à obtenir un sentiment de contrôle total qu'elle n'avait jamais connu enfant. Pendant les semaines qui suivirent l'arrestation, l'équipe d'enquête examina dans le détail chaque meurtre attribué à Elena. Le 10 janvier 2021, une personne avait été retrouvée morte dans un parc, elle aussi entourée d'objets personnels soigneusement disposés. Le 2 février, un autre corps fut découvert dans un parking désert, présentant le même schéma. Le 3 mars, une victime encore, cachée derrière une station-service abandonnée. Et ainsi de suite, jusqu'à la découverte du 15 avril qui attira l'attention médiatique. Toutes ces dates, ainsi que d'autres, figuraient dans le carnet d'Elena. Son écriture révélait un soin presque maniaque. Aucune rature, aucun détail laissé au hasard. Elle avait noté les temps de surveillance, les tactiques pour approcher sa cible, les moments opportuns pour frapper. Mais ce qui glaça encore plus les policiers, c'était son ton cliniquement détaché. Dans une entrée du mois de mars, elle avait écrit « Se méfier du chien dans le jardin, bouger la gamelle pour le distraire, ramasser le couteau après usage, tout vérifier 2 fois. » Ce type de précision méthodique n'était pas celui d'une tueuse improvisée.
Elle semblait être parfaitement consciente de la gravité de ses actes et cherchait à en maîtriser chaque aspect. Durant les interrogatoires, Elena ne donna pas l'impression de vouloir minimiser ses actes. Au contraire, elle répondit aux questions de l'enquêtrice principale avec une froideur et un détachement presque surnaturels, comme si tout cela ne la concernait pas directement. Selon le rapport, elle déclara qu'elle avait expérimenté un sentiment de toute puissance en mettant fin à la vie de ses victimes. Ce fut un choc pour les policiers, qui étaient pourtant habitués à côtoyer l'horreur. Ils craignirent un instant une stratégie de défense manipulatrice, mais l'expertise psychiatrique confirma une personnalité à tendance psychopathique, dépourvue d'empathie réelle, mais très habile à simuler les émotions et la compassion. Elena avait construit, pierre après pierre, une façade de femme parfaitement dévouée et investie dans les causes sociales. Il y eut cependant d'autres suspects qu'on interrogea brièvement, avant qu'Elena ne soit confondue par ses propres preuves. Par exemple, un proche voisin de la victime du 15 avril, connu pour sa violence verbale, fut placé en garde à vue quelques heures. Une autre personne, un collègue de la victime du 2 février, dut également être entendue, car elle avait eu un différend professionnel quelques jours avant le meurtre. Toutefois, ces pistes se révélèrent très vite inconsistantes, d'autant que la découverte de la malle et du carnet dans le grenier des Torrens balayait pratiquement toute autre hypothèse. Les enquêteurs comprirent que, si Elena avait pu les tromper si longtemps, c'était grâce à sa remarquable capacité à dissimuler sa nature véritable et à maintenir des apparences irréprochables auprès de Daniel, comme auprès des habitants. La révélation du 22 juin constitua un tournant dans l'affaire. Non seulement elle indiquait qu'Elena était l'auteur de ces crimes, mais encore, elle changeait la perception globale de la communauté. Les gens prirent brutalement conscience que le danger ne venait pas d'un inconnu ombrageux, tapi dans un recoin sombre, mais d'une voisine engagée, d'une femme qu'ils croyaient connaître. Les journaux et les émissions d'information locales relayèrent l'événement en boucle. Les psychologues invités sur les plateaux s'interrogeaient sur la façon dont on peut cohabiter si étroitement avec un monstre sans rien soupçonner. On y soulignait l'incompréhension de Daniel, un homme blessé qui, selon ses collègues, ne comprenait pas comment il avait pu être berné à ce point. Le procès d'Elena s'ouvrit le 3 décembre 2021 au tribunal pénal de Denver. Des avocats chevronnés, choqués par l'ampleur de la médiatisation, se présentèrent pour représenter tant le ministère public que la défense. Du côté de l'accusation, on insista sur la préméditation évidente, illustrée par les carnets de notes et l'organisation du rituel autour des victimes. On sollicita la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération anticipée, arguant que les preuves étaient accablantes et que la psyché d'Elena représentait un danger permanent pour la société. Les procureurs projetèrent des images des scènes de crime, tandis que des experts légistes exposaient la correspondance entre les échantillons de sang trouvés sur les vêtements d'Elena et l'ADN des victimes. Plusieurs membres des familles endeuillées témoignèrent également, décrivant leur souffrance et leur choc à l'idée que l'assassin de leurs proches avait pu être une femme apparemment aussi douce et serviable. La défense, quant à elle, tenta d'explorer la piste d'une altération du discernement. L'avocat souleva l'idée que l'enfance d'Elena, marquée par l'incarcération de son père, aurait créé chez elle un profond traumatisme, l'empêchant de distinguer clairement le bien du mal. Il fit appel à des psychiatres pour expliquer que son client souffrait d'un trouble mental complexe, l'ayant poussé à compenser son sentiment d'impuissance par la domination meurtrière. Malgré la logique de cette argumentation, l'ensemble des preuves matérielles ainsi que l'absence de remords manifestés par Elena plaidaient contre toute clémence. Les enquêteurs, appelés à la barre, confirmèrent le caractère réfléchi, quasi obsessionnel des crimes. L'enquêtrice principale décrivit avec précision la façon dont Elena planifiait chaque détail, combien elle avait pensé à effacer systématiquement ses traces et comment elle surveillait ses victimes avant de passer à l'acte.
Au cours des audiences, Daniel fut cité à comparaître comme témoin. Il raconta, la voix brisée, le moment précis où il avait trouvé cette fameuse malle, la peur qui l'avait saisi, puis l'appel fébrile qu'il avait passé à la police. Il déclara ne jamais avoir suspecté qu'Elena puisse être responsable de quelque acte violent que ce soit. Pour lui, sa femme était l'épouse parfaite, engagée et empathique. Entendre Elena admettre ses faits, sans éprouver la moindre honte, fut pour lui un coup de massue. Il dut réitérer à la barre qu'il ne l'avait jamais vue violente ou agressive. Les procureurs et la juge s'accordèrent à dire que Daniel apparaissait comme une victime collatérale, un homme déchiré par la culpabilité de n'avoir rien compris plus tôt. Les médias, encore une fois, se passionnèrent pour ces témoignages, allant jusqu'à fouiller les recoins de sa vie à la recherche d'un soupçon de complicité. Mais tout indiquait qu'il n'avait jamais été impliqué dans ces meurtres, ni même vaguement conscient des penchants criminels de sa conjointe. Après plusieurs jours d'audience, le jury fut appelé à délibérer. Les preuves étaient si nombreuses et si concluantes que le verdict fut rapide. Elena fut reconnue coupable de multiples homicides prémédités et aggravés. La juge, très ferme, déclara qu'aucune remise de peine ne serait envisageable, compte tenu de l'extrême violence des actes et de l'absence de regret de l'accusé. La sentence tomba. La réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Les familles des victimes, présentes dans la salle, poussèrent un soupir de soulagement, même si leur douleur demeurait. Dans son box, Elena conserva l'expression neutre qui l'avait accompagnée tout au long du procès. Aucun signe de tristesse, de colère ou de contrition ne traversa son visage. On eut l'impression qu'elle assistait à la conclusion d'une pièce de théâtre dont elle ne se sentait pas vraiment l'héroïne. La presse spécifia, dans ses articles, que ce manque de réaction, voire d'humanité, avait particulièrement marqué le jury et la juge. Dans les mois qui suivirent, la vie du quartier de Denver reprit lentement son cours. Les habitants restaurèrent petit à petit leur sentiment de sécurité, tout en gardant en mémoire la sinistre leçon de l'affaire. Nombreux furent ceux qui cherchèrent du réconfort auprès d'associations locales, de groupes de soutien ou même d'équipes de professionnels de la santé mentale. Des rencontres communautaires s'organisèrent pour discuter de la prévention de la criminalité, mais aussi pour partager la peine que la série de meurtres avait laissée dans les esprits. Daniel, profondément traumatisé, quitta définitivement le Colorado et trouva refuge dans un autre État, où il entreprit un travail psychothérapeutique pour tenter de se reconstruire. Il garda longtemps pour lui la question qui le hantait. Comment aurais-je pu l'arrêter? Lors d'un entretien qu'il accorda quelques mois plus tard, il avoua ressentir un mélange de colère, de tristesse et de culpabilité. Il expliqua qu'il ne parvenait pas à effacer de son esprit l'image de la vieille malle et de ce qu'elle contenait. Plus largement, cette affaire laissa une trace durable dans la communauté. Les reportages télévisés n'avaient cessé de marteler le paradoxe entre l'image publique d'Elena, sorte d'ange gardien du quartier, et ses pulsions meurtrières. Certains habitants mirent longtemps à faire de nouveau confiance au visage familier de leurs voisins. Les autorités locales renforcèrent leur stratégie de communication pour inciter la population à signaler plus rapidement tout comportement suspect, même émanant de personnes a priori irréprochables. L'héritage tragique de cette histoire se traduisit par une volonté accrue de comprendre les ressorts psychologiques qui peuvent conduire quelqu'un à commettre l'irréparable tout en donnant le change au quotidien. Des sociologues et des criminologues rédigèrent des articles et des études de cas, analysant la personnalité d'Elena et la propension d'une communauté soudée à baisser la garde face à ceux qui savent, si habilement, se forger un masque de normalité. Aujourd'hui encore, le nom d'Elena Torrance évoque chez beaucoup de résidents de Denver un frisson d'incompréhension et d'angoisse.
On se souvient de cette période comme d'une époque de doute et de tension grandissante, où tout le monde s'était senti menacé, sans bien savoir qui, dans la rue, dans l'immeuble voisin, pouvait être la prochaine victime. Et l'on se rappelle le soir où la police, sirènes allumées, envahit la maison des Torrance pour y mener la perquisition la plus cruciale de l'enquête. Les associations de soutien aux familles de victimes soulignent régulièrement que cette affaire symbolise la fragilité de la confiance que nous accordons à nos proches. Ils rappellent que, malgré les apparences, certains individus sont capables de dissimuler des facettes effroyables derrière la façade d'une vie ordinaire. Pour conclure, je vous dirais que cette affaire me laisse un sentiment profondément troublant, car je ne peux m'empêcher de penser à toutes les occasions que le destin a eues de révéler la vérité plus tôt. Je m'imagine dans la peau de Daniel, découvrant l'inavouable dans son propre grenier, et je frissonne à l'idée qu'une seule malle poussiéreuse puisse faire s'écrouler toute une existence. J'espère de tout cœur que cette histoire vous a permis de réaliser à quel point l'horreur peut se cacher sous un masque de banalité. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette affaire jusqu'au bout. Je vous invite à découvrir mes autres vidéos, car j'ai encore beaucoup de récits à partager avec vous. Si vous avez envie de frissonner devant d'autres dossiers criminels, il y en a plusieurs qui pourraient vous intéresser. Et si vous cherchez à comprendre les méandres de la psychologie criminelle, j'ai également des enquêtes passionnantes qui en parlent. Merci de votre fidélité et à très vite pour une nouvelle histoire vraie de crime.